Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Vous êtes dans la série L'école des chefs. L'objectif de cette suite de podcasts est de vous aider à mieux prendre conscience de vos responsabilités et de vous donner des conseils qui vous permettront de mieux exercer votre autorité au service du bien commun. Alors je vous rappelle déjà, première chose, n'hésitez surtout pas à partager cet épisode, à mettre un petit pouce j'aime en dessous de l'épisode et même de la série de podcasts, à mettre des commentaires positifs. Tout ça, c'est ce qui va aider le podcast à son référencement. On est à pas mal d'écoutes par mois, le podcast fonctionne bien. Et donc, je vous remercie de votre soutien et je vous invite à le poursuivre. Cette semaine, elle a été particulièrement marquée, notamment par la mort du jeune militant patriote chrétien Charlie Kirk. Et en commençant ce podcast, je voudrais lui rendre hommage à lui, à sa famille, à son épouse, à ses enfants. Parce qu'un assassinat politique, ça nous rappelle que les idéaux, les prises de position, ne sont pas qu'un jeu. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de cynisme parmi les personnes qui prétendaient à une certaine notoriété, qu'elle soit politique, éditoriale ou autre, et beaucoup de petits bourgeois urbains qui jouent les radicaux et donnent souvent un peu des coups de menton, sont très orgueilleux, donnent des leçons à tout le monde, mais ce sont souvent, malheureusement, des profiteurs qui ne croient pas vraiment en ce qu'ils disent, mais qui utilisent un discours politique, médiatique, comme, d'une certaine manière, un moyen pour vivre. Alors, veuillez excuser mon mépris pour cette race, mais c'est plus fort que moi. Et évidemment, je déplore le décès de Charlie Kirk, mais j'espère que sa mort aura au moins le mérite de nous rappeler cela. La politique n'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux. Beaucoup de gens sont morts pour défendre une vision du monde. Et évidemment, je suis pour le débat, pour l'entendre, pour la discussion, mais soyons aussi conscients que la violence existe, qu'on le veuille ou non, et la guerre, le conflit, le sang, la mort font partie du réel. Et si on s'aveugle avec dédain pour ces réalités, eh bien, cela ne nous protégera jamais d'elles. Il faut donc avancer dans la vie en ayant conscience de cette gravité et du tragique de l'existence. Oui, demain, si vous assumez avec un peu de courage et de cohérence vos convictions, vous pourrez prendre des coups. Alors peut-être pas des coups mortels, peut-être que ce seront des coups sur votre réputation, sur votre porte-monnaie, mais peut-être aussi qu'un jour vous prendrez une balle dans le cou. Dernière réflexion avant d'entrer dans le vif du sujet et l'épisode de la semaine, rappelons-nous aussi que si nous croyons en la vie éternelle, eh bien la mort n'est qu'un passage. Et je crois que ceux qui n'ont pas peur de la mort sont ceux qui savent vivre le mieux. Je m'explique. Ceux qui ne s'économisent pas, ceux qui se donnent sans compter, ceux qui font preuve de courage, du courage de la vérité, ce sont les vrais vivants. Et si la mort vient un jour faucher leur jeunesse, eh bien c'est la vie qui triomphe en eux. Et je crois que Charlie Kirk restera bien plus vivant pour ses proches, pour ses enfants, mais aussi pour nous, qu'un père qui serait mou, petit, pleutre, et qui se serait réfugié dans le carriérisme, dans les bas instincts. Et tout ça, ça me fournit une excellente transition pour introduire le podcast du jour. Nous allons aujourd'hui parler de la petitesse, de l'individualisme, du narcissisme, de l'orgueil, tous ces vices qui sont les ennemis du bien commun, mais aussi de la réussite. Parce que réussir seul en écrasant les autres, ce n'est pas réussir, c'est juste être un imbécile. Le père Gaston Courtois, donc, qui est l'auteur du livre L'école des chefs, dont je m'inspire pour écrire ces épisodes, a intitulé sa 10e leçon « Esprit de cohésion ». Nous allons parler aujourd'hui de cet esprit en lisant son chapitre et en essayant d'en tirer des leçons pratiques. C'est parti. Un chef n'a pas que des supérieurs ou des inférieurs. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui va tuer les organisations ? Qu'est-ce qui va les rendre stériles ? Que ce soit des partis politiques, des entreprises, etc. C'est le manque de cohésion des membres, c'est l'orgueil, c'est le fait de la jouer perso. Je cite ici le père Gaston Courtois, dans un organisme tant soit peu développé, il y a des égaux qui, selon les professions, s'appelleront collègues ou confrères. Chargés eux aussi d'un service ou d'une tâche analogue, ils ont à contribuer chacun pour leur part au bien de l'ensemble. Donc vous êtes le chef d'un service, que ce soit dans une entreprise, vous êtes lieutenant dans l'armée, vous êtes cadre dans une association, un parti, vous êtes curé d'une paroisse, vous êtes père ou mère de famille. Vous avez des responsabilités, vous avez une autorité, vous avez des personnes sous votre responsabilité. Et la question, c'est est-ce que vous devez considérer que vous êtes en concurrence avec les autres ou au contraire, est-ce que vous êtes en relation avec eux en vue d'un objectif commun ? Si vous êtes chef, vous allez parfois avoir tendance à vouloir prouver.
Prouvez que vous êtes bon, prouvez que vous êtes meilleur que les autres. On peut penser chez les prêtres, un tel curé sera fier d'avoir plus de communion à la messe le dimanche dans sa paroisse qu'un autre. Il va penser que c'est parce qu'il prêche mieux, parce qu'il organise mieux les activités dans sa paroisse, parce qu'il est plus beau que son confrère de l'église d'à côté. Et même parfois, on se réjouit de l'échec des autres parce que cet échec nous flatte. Tel entrepreneur a coulé sa boîte, tel cadre n'a pas atteint ses objectifs, alors que moi, je réussis. Mais c'est justement là qu'on se trompe. La difficulté, nous dit le père Gaston Courtois, c'est d'assurer entre tous les efforts une bonne coordination, car chacun, préoccupé de sa mission propre, est tenté de la réaliser pour elle-même, sans tenir compte de la marche des autres. Il peut en résulter des décalages gravement préjudiciables à tous et particulièrement à l'efficience commune. Oui, parce que la concurrence, en réalité, n'est qu'une concurrence qu'en apparence. Si vous analysez bien la réalité, vous allez vous apercevoir que ce qu'on appelle souvent la concurrence, c'est en réalité une sorte d'unité de service complémentaire. Alors, j'explique tout. Imaginons que vous êtes boulanger. Vous avez une petite boulangerie qui est située dans un petit village en Normandie. Et demain, dans votre village, il y a une nouvelle boulangerie qui s'installe. Alors là, vous commencez à vous inquiéter, vous dire, est-ce qu'il va me voler mes clients? Est-ce que je vais réussir à résister à la concurrence? Bien, en effet, il est probable, évidemment, qu'au début, votre concurrent, entre guillemets, puisse vous prendre des clients. Évidemment, il y a ces effets de ce type-là dans tout marché. Mais si maintenant vous regardez les choses un peu autrement, si par exemple demain il y a un immense hypermarché qui ouvre à 10 km du village, s'il y a d'autres commerces de votre village qui ferment, peu à peu le centre du bourg il va être sinistré, de moins en moins de gens vont faire leurs courses dans le village et vous allez risquer bien plus de devoir fermer votre boulangerie que si les commerces voisins fonctionnent bien. Dans le commerce de centre-ville, il peut y avoir un effet de concurrence, mais il y a souvent, et c'est même souvent plus fort que la concurrence, un effet d'émulation. On dit souvent le commerce attire les commerces. Souvent, plus il y a de restaurants dans un quartier, et plus les gens vont aller se balader dans ce quartier parce que justement ce quartier devient réputé pour ses restaurants, c'est un quartier sympathique, il y a de la vie, etc. Donc, pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure qu'il s'agissait d'unités de services complémentaires? Eh bien parce que tout le monde a besoin de manger du pain. C'est pas vous seul, petit boulanger, qui allez nourrir la France entière. Donc il y a besoin de nombreuses boulangeries dans votre pays. Et pourquoi est-ce que c'est un service? Eh bien parce que si vous servez mal, ça va se retourner contre vous. Plus vous faites du mauvais pain, parce que par appât du gain, vous voulez faire des économies, par paresse, par facilité, vous allez perdre vos clients. Mais plus aussi, le marché va être tiré vers le bas et moins la qualité de votre profession sera reconnue. En fait, on va se dire, au final, entre un boulanger et un distributeur à pain, c'est quoi la différence? Donc là où je veux en venir, c'est que vous n'êtes pas seul dans votre boulangerie. C'est à partir du sens de votre travail bien fait, de votre esprit de corporation, que va dépendre l'avenir aussi de la profession. Donc vous avez finalement intérêt en tant que petite unité, que toutes les autres petites unités, toutes les autres boulangeries marchent bien, fassent du bon pain, se développent, parce que finalement tout ça va au final vous profiter. Alors, deuxième point, on va voir que tout ça, ça se vérifie dans toutes les formes de l'activité humaine. Prenons le plan militaire. Donc là, je cite le père Gaston Courtois, il dit « Sur le plan militaire, le manque de liaison entre les différentes armes et dans la même arme entre les différentes unités, grandes ou petites, est une des causes les plus immanquables de défaite. » C'est évident, parce que dans une armée, si elle est mal coordonnée, ça devient une armée fragile. Qu'est-ce qui fait la force d'une armée? C'est la capacité du commandement à coordonner les hommes, à les faire aller dans un même but, à bien les faire travailler ensemble. Si on prend maintenant l'exemple d'une usine, si, je cite toujours le père Gaston Courtois, dans une usine, s'il y a cloison étanche entre le service des commandes, la fabrication et les expéditions, on risque de créer l'embouteillage, de multiplier les retards et de mécontenter la clientèle. Donc, une des raisons de l'efficacité du management moderne, c'est-à-dire du management qui a été inventé dans les grandes usines à partir du début 20e, c'est d'avoir aussi utilisé le partage de l'information et de renforcer la coordination entre les services. On sait bien que l'individualisme, le carriérisme, tout ça, c'est des poisons dans la vie d'une entreprise. Si demain, tu vas piéger ton collègue pour lui piquer sa place que tu convoites, c'est cool, parce que tu vas gagner un peu à court terme, tu vas lui prendre sa place. Mais au final, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de détruire l'esprit qui règne dans l'entreprise. Tu es en train, finalement, petit à petit, de faire en sorte que cette entreprise va être peuplée de rapaces, de vautours, qui cherchent chacun à nuire à leurs collègues. Le père Gaston Courtois donne un autre exemple. Dans le domaine scolaire, quand les différents professeurs d'une même classe ne se sont pas entendus pour échelonner judicieusement les devoirs que doivent leur fournir leurs élèves, ceux-ci ne savent plus où donner la tête et finissent par tout bâcler.
Donc, en fait, la conclusion, c'est que dans tout collectif, il est important, même pour des raisons très pratiques d'efficacité, de se coordonner. C'est pas la coordination, c'est pas juste pour être gentil avec les autres. C'est en fait dans l'intérêt collectif. Si on communique pas entre nous, si on cloisonne toutes les informations, eh bien, on avance chacun perso dans sa direction, on va faire des erreurs, et en gros, on court à la catastrophe au final. Troisième point, c'est justement la question de la coordination. Comment est-ce qu'on coordonne des équipes, des hommes, des entreprises, même, pourquoi pas, un pays ? Le père Gaston Courtois dit « Chacun, en effet, a tendance à ne voir que son rayon et à estimer que son secteur est le plus important de tous. » Alors, c'est une tendance humaine, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Vous savez, quand il y a la crise des agriculteurs, les agriculteurs pensent toujours que tout le système est contre eux, que tout joue en leur défaveur, etc. C'est la même chose avec les syndicats. Toute association de défense d'un intérêt a tendance effectivement à limiter les choses, à avoir une lecture du monde, une grille de lecture un petit peu finalement auto-centrée, qui fait que les intérêts des autres nous échappent et on a du mal en fait à comprendre que l'intérêt des autres n'est pas forcément en contradiction avec son intérêt propre. Alors évidemment, il peut y avoir des conflits d'intérêts dans la vie, mais il s'agit en fait d'harmoniser tous ces intérêts. Donc, on a souvent de la peine à s'élever, à prendre de la hauteur. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour coordonner des acteurs qui se perçoivent mutuellement les uns les autres, réciproquement, comme inutiles, nuisibles les uns aux autres ? Alors, ça, on va évoquer un petit peu les pistes de solutions qu'il peut y avoir pour ça. Mais deuxième point que je voudrais évoquer aussi, c'est le père Gaston Courtois dit, d'autre part, plus les chefs sont des personnalités fortes, plus ils sont enclins à minimiser le service de leurs collègues. Alors, ça, c'est la question de l'orgueil du chef. L'orgueil du chef, c'est une terrible maladie parce qu'effectivement, plus on réussit, plus on monte, plus on a tendance à se considérer comme quelqu'un d'important et à ne plus voir ses défauts, à mépriser petit à petit les autres et à chercher en quelque sorte à entretenir ses privilèges, sa position de force. Si vous regardez un parti comme le Rassemblement national, encore une fois, il ne s'agit pas de tirer sur le parti, mais plus de montrer certains défauts, en tout cas des défauts que moi j'ai pu constater, dont on m'a fait part aussi. On peut voir qu'il y a une incapacité structurelle dans ce parti à faire éclore des cadres qui sont capables de travailler ensemble. On pourrait dire qu'il y a presque parfois une culture au sein du parti qui crée de la concurrence permanente pour des places, des mandats. Tout le monde veut être, avoir celui qui va recevoir de la part du parti la possibilité de se présenter à telle élection, parce que ça va lui permettre de faire sa carrière. Et du coup, ce parti stagne parce que dans le fond, il y a un turnover permanent des cadres et il est incapable de se développer en véritable organe de gouvernement. Alors, évidemment, tout ça est à relativiser, il y a des choses qui fonctionnent dans ce parti, mais ça fait partie de ses fragilités. Donc si vous êtes un chef, si vous avez des responsabilités, vous devez premièrement apprendre l'humilité. Apprenez à regarder les autres avec de l'admiration, avec de l'estime. Faites preuve de hauteur de vue. Comprenez que votre action est bonne, mais qu'elle a aussi besoin de l'action des autres pour fonctionner. Alors, quatrième point, c'est concrètement comment se coordonner. Le père Gaston Courtois nous dit qu'il faut maintenir l'alignement avec l'ensemble des chefs qui sont au même rang que nous. Il faut synchroniser ou tout au moins harmoniser nos mouvements avec les mouvements de nos voisins. Donc, qu'est-ce que c'est que harmoniser, synchroniser ? C'est déjà discuter, c'est faire connaissance ensemble, c'est parler, tout simplement. Et pour ça, moi, je vous invite à cultiver des réseaux, à essayer de décloisonner des univers qui semblent un peu fermés, des milieux sociaux qui ne se parlent pas, alors que pourtant, ils auraient tout intérêt justement à mieux se connaître pour travailler ensemble. Si vous êtes entrepreneur, commerçant, essayez de développer des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux de commerçants. En fait, c'est ce qu'on appelle simplement la synergie. Si en fait vous avez 10 personnes qui travaillent côte à côte sans se parler, finalement elles vont être moins efficaces que si elles partagent les informations ensemble et qu'elles s'entraident. C'est je dirais, vraiment la base de la notion même justement d'organicisme, de communauté. Si on arrive à faire en sorte de bien se comprendre les uns les autres, eh bien on va être beaucoup plus efficace mutuellement. Les efforts des uns vont profiter aux efforts des autres. Donc, si vous êtes responsable de quoi que ce soit, d'une association, n'importe quoi, essayez de rencontrer régulièrement vos homologues pour échanger, essayez d'être en bon terme avec eux. Et pour ça, il faut être capable de dépasser l'esprit de compétition pour essayer d'acquérir la sagesse du bien commun. C'est souvent, je trouve, un peu un truc de faible et de petit que de vouloir être le plus fort. On n'a pas besoin de ça quand on a confiance en soi.
Je cite le père Gaston Courtois, c'est là qu'il faut l'esprit de synthèse qui, au-delà des intérêts immédiats du service, maintienne en vue le bien supérieur de l'ensemble. La vue du bien supérieur de l'ensemble. C'est là la clé de voûte. Il faut avoir une vue du bien. Il faut être capable, justement, ça c'est vraiment de la sagesse, c'est une preuve de maturité, c'est même une preuve de supériorité. Malheureusement, beaucoup d'hommes sont incapables de voir au-dessus de leur tête. Ils sont jamais, on voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais il faut essayer, justement, quand on a des responsabilités, d'être pédagogue, d'expliquer justement chacun dans nos milieux respectifs, dans nos lieux de travail, cette notion de bien commun supérieur. Les meilleurs chefs, c'est ceux qui voient le bien commun supérieur, qui sont capables justement de faire gravir des échelons à ceux qui sont avec eux, de les faire grandir pour leur faire participer à une mission qui les dépasse. Et ça, je pense qu'on avait cette notion-là dans les corporations médiévales, cette notion d'interdépendance collective. On a perdu ça aujourd'hui dans le syndicalisme moderne, on est toujours dans le chacun pour soi, on revendique des petits intérêts vraiment à courte vue. Il faut voir le long terme. Il faut retrouver ce sens du collectif et c'est le rôle du chef et des éducateurs de partager cette vision. Je cite encore le père Gaston Courtois, c'est là aussi que pour que les engrenages s'embrayent bien les uns dans les autres, en douceur et sans grincement, il faut les gouttes d'huile de la compréhension mutuelle et de la cordialité. Alors cette cordialité, c'est très important. Il faut cultiver la politesse, le respect, la courtoisie. Ça va dans l'écriture des mails, ça va quand on parle avec les gens. Il faut essayer justement de mettre un peu d'huile dans les relations humaines. Et tout ça, ça passe par des petites attentions, par du respect tout simplement. Il ne s'agit pas d'être faux cul, il faut être vrai, mais il faut essayer de désamorcer un petit peu l'esprit de concurrence qui mène nulle part. Alors pour conclure, le vrai chef, c'est tout l'inverse de l'influenceur narcissique. Aujourd'hui, finalement, on est vraiment dans ce monde de petites stars, de petits héros, qui ne pensent qu'à eux, qui ne voient que leur carrière, qui ne voient que leur prestige personnel. Moi, j'aime souvent évoquer comme cause principale des errements de notre camp, que ce soit notre camp politique, notre camp spirituel, c'est-à-dire en gros la droite au sens large, les catholiques au sens large, eh bien, le facteur premier de notre défaite, de notre errement, ce sont les divisions. Nous sommes tout le temps en train de nous déchirer dans des querelles de chapelle, dans des querelles de petits boutiquiers. Ça passe dans l'église. Dans l'église, on a le camp progressiste, le camp conservateur, qui peuvent pas s'entendre. Alors pourtant, ils sont catholiques. Au moins dans les grandes lignes. Parfois, on peut débattre, évidemment. Le camp des conservateurs Paul VI versus les traditionalistes, la Fraie Saint-Pédis versus les ralliés, la Fraie Saint-Pierre versus l'Institut Christ-Roi. Bref, en fait, finalement, autant de gens qui ont tout intérêt à travailler ensemble pour le bien de l'Église, pour le bien supérieur, mais qui se perdent dans des petites querelles. Et puis on a la même chose en politique. Même à droite, il y a des gens qui ont une vision plus libérale de la droite, au sens de la liberté un peu plus des entreprises, d'autres qui ont une vision plus sociale, etc., mais qui vont passer leur temps à se disputer. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que les idées n'ont pas d'importance, etc., mais parfois il faut être capable d'avoir un peu plus de hauteur de vue. Païen versus catholique. Évidemment, être païen, c'est pas la même chose qu'être catholique. Je dis pas qu'en soi, toutes ces différences, elles ont aucun sens. Mais je veux dire, parfois, il faut être capable que si on partage une même vision de la défense de notre identité, de notre héritage, de nos racines, etc., il faut être capable aussi de dépasser nos petites différences pour essayer de sauver le bien commun qu'on défend ensemble. On a la même chose, je cite un peu des différences comme ça qui me marquent un peu dans notre mouvance politique, mais entre ceux qui sont techno-optimistes, climato-sceptiques, etc. Et puis de l'autre côté, ceux qui sont plutôt décroissantistes, techno-sceptiques. On a aussi le camp des identitaires contre le camp des souverainistes, le camp des monarchistes contre ceux des républicains. Alors, vous allez dire oui, là je suis en train d'insinuer qu'il n'y a pas de camp, que toutes ces différences idéologiques n'ont aucun sens. Oui et non en fait. Je pense que peut-être qu'il y a des grandes lignes qui font qu'il y a évidemment des grands camps. Et pour moi, ces grands camps, en fait, dans le fond, si je devais les synthétiser, s'il y a un ennemi et un ami, ça existe bien, ami-ennemi. Mais je pense que, ultimement, ami-ennemi, en fait, c'est les adversaires de la vie, les êtres qui sont dans le ressentiment, les pervers profonds, et puis de l'autre côté, une humanité qui est certes imparfaite, mais qui croit, au moins confusément, même ceux qui sont parfois un peu païens, etc., qui a un Dieu au-dessus, qui a un divin au-dessus, qui a un bien, qui a une beauté, qui a un ordre. Et voilà, ça c'est peut-être les deux
les deux grands camps, effectivement, qui sont qui sont ennemis et qui s'opposent. Mais tout le reste, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est même souvent pertinent, mais il faut pas oublier d'avoir de la hauteur de vue. La France, une communauté nationale, l'Église, sont des grandes communautés et il faut être capable parfois de dépasser des visions idéologiques en vue d'un bien plus grand. Parce que sinon, on reste borné à un petit niveau et on n'avance pas, on se perd dans des divisions. Voir les choses de haut, ça implique justement d'essayer de discerner qui sont les acteurs qui concourent au bien, qui est-ce qui fait vraiment grandir le pays, qu'est-ce qui permet d'unifier la communauté, qu'est-ce qui la divise pour rien, qu'est-ce qui nous fait stagner, qu'est-ce qui nous rend malade. Et donc, notre engagement, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit en politique, que ce soit dans une association, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'église, implique qu'il faut prendre de la hauteur de vue. Là où nous sommes dans une petite unité qui est comme la pièce d'un puzzle. Et n'oubliez pas que un puzzle, il ne repose pas sur une seule pièce. Donc évidemment, il faut aimer les petites unités dans lesquelles on travaille. Il faut les chérir, il faut en être fier, etc. Mais il ne faut pas les absolutiser. Si nous jouons perso, rien va avancer, tout va finir par se bloquer, on va participer à la ruine de l'édifice. Donc, dites-vous, en fait, en tant que responsable, en tant que chef, vous êtes comme celui qui joue du triangle dans un orchestre. Vous n'êtes pas inutile, on a besoin de vous, vous participez à la beauté du tout, mais arrêtez de croire que vous êtes le tout à vous tout seul. Ne tirez pas la couverture à vous tout seul. Ne cherchez pas à tuer, à empoisonner le violoniste, à faire un croche-pied au flûtiste pour devenir la star de l'orchestre. Parce qu'en fait, la star de l'orchestre, s'il y a un triangle tout seul, il n'y a pas d'orchestre. Donc, la beauté, tout ça, elle provient justement d'une harmonie. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc, dans cette leçon à retenir cette semaine, c'est que si grand, juste, bon vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes au service d'un tout qui est plus grand que vous. Que votre raison d'être n'est valable qu'en raison du tout. Un point, c'est tout. Alors, passons maintenant à des questions que le père Gaston Courtois nous invite à nous poser. Première question. Avez-vous naturellement le souci de vos voisins ? Le souci négatif de ne pas les gêner ? Le souci positif de leur venir volontiers en aide s'ils ont besoin de vous ? Quand vous travaillez, vous devez penser aux autres. Pensez d'une part à ce que votre travail ne soit pas un obstacle au leur, et puis même leur venir en aide, parfois prendre du temps sur votre travail pour leur travail eux, parce que justement, en fait, on est un collectif. On n'a pas des objectifs tout seul à atteindre. Ces objectifs, on va les atteindre collectivement. Aimez-vous travailler en équipe ou préférez-vous agir seul ? Évidemment, parfois on a l'impression que tout seul, on va plus vite. Mais en même temps, en équipe, on va plus loin. Aimez-vous concerter votre action avec d'autres ou préférez-vous garder pour vous le secret de vos idées et de vos découvertes ? Effectivement, en fait, certes, vous allez être peut-être plus original, plus reconnu pour vous-même, si vous gardez certaines choses pour vous, mais en même temps, vous allez faire aboutir plus de choses si vous les partagez. Quand vous lisez un livre ou un article de revue, aimez-vous signaler à d'autres les passages intéressants ? Est-ce que vous aimez justement faire part de ce que vous allez, des informations importantes que vous allez découvrir ? Considérez-vous les autres comme des étrangers qu'il faut ignorer, des rivaux dont il faut se défier, ou des collègues avec qui il faut collaborer au service d'une belle entreprise à réaliser ensemble ? Ça, c'est la question fondamentale. Avez-vous tendance à limiter votre horizon à ce qui vous est propre, ou cherchez-vous à rattacher votre action à un plan supérieur ? Je pense que c'est très important de se dire, voilà, là, dans mon métier, dans mes responsabilités, me dire en gros, certes, je sais pas, c'est toujours l'exemple du bâtisseur de cathédrale, le gars qui taille des pierres, il peut se dire, je taille une pierre. Mais il peut se dire aussi, je suis en train de construire une cathédrale. Et donc, du coup, là, tout d'un coup, ça prend un sens beaucoup plus grand. Je pense que ça, c'est très important aujourd'hui, de remettre du sens dans son travail, de se dire finalement, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que juste je suis monotage, je suis une fourmi ? En fait, les fourmis, justement, elles réussissent à réaliser la fourmilière, une tâche qui est beaucoup plus grande qu'elles. C'est pas juste une addition de fourmis. Dans une conversation, qu'est-ce qui vous paraît le plus important ? Ce que vous dites ou ce que disent les autres ? Apprenez aussi à vous enrichir des richesses d'autrui. Souvent, c'est très important de confronter les points de vue, parce que justement, ça nous fait sortir du nez dans le guidon. Quand on a justement parfois des confrontations d'opinions, des confrontations de stratégies, ça nous aide parfois à rectifier notre propre stratégie. C'est très intéressant. Donc il est important de partager, de discuter, de s'enrichir mutuellement.
Dernière question, un peu sur le narcissisme. Hein. Dans une photographie de groupe, qui cherchez-vous d'abord ? Vous-même ou est-ce que vous regardez d'abord les autres ? Posez-vous la question, en fait. Voilà. Alors, l'exercice de la semaine est le suivant. Chaque jour de cette semaine, efforcez-vous de manifester votre intérêt à un travail exécuté par quelqu'un d'autre que vous. Voilà. Ça, c'est très important. On a souvent tendance à s'enfermer dans des petites bulles, à ne jamais regarder ce que les autres font. Alors qu'en fait, si on regarde un peu ce que les autres font, on va peut-être être capable, nous, de faire un travail encore plus efficace, hein, et on va pouvoir même être capable de mieux bénéficier du travail des autres. Alors, le sujet de conversation qu'on vous invite à essayer de développer avec vos homologues, c'est de chercher ensemble une définition de l'équipe. Hein, qu'est-ce que c'est qu'une équipe ? Vous voyez, par exemple, dans le football, on a vraiment souvent cette tension-là entre des joueurs qui apprécient justement devenir des stars, hein, devenir le meilleur buteur, etc. Mais parfois, ça peut se faire au détriment de l'équipe. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, à force de ne pas faire de passes décisives à l'autre attaquant qui est sur l'aile droite, et ben, si vous ne marquez pas de but, et ben, l'équipe ne marque pas de but. Le livre de la semaine, c'est un livre d'Alexandre Diani-Navarre sur le leadership vertueux. Alors là, je vous renvoie déjà, parce j'ai fait un épisode de podcast avec Céline Cochin sur le leadership vertueux. Donc je vous renvoie à cet épisode du Retour au réel. C'était dans les tout premiers épisodes. Qui est Alexandre Diani-Navarre ? Donc c'est vraiment celui qui a développé cette notion un peu de leadership vertueux. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée, en gros, qu'on ne peut être un chef, on ne peut apporter finalement, on va dire, une pierre à l'édifice en exerçant des responsabilités que sur des vertus. Et en gros, il oppose un modèle, on va dire, de leadership, de management, à la vision purement technique, psychologique, managériale, dominante. Hein. Le vrai leader, c'est pas celui qui va dominer les autres, c'est pas celui qui va les manipuler, c'est pas celui qui va se servir d'eux, mais c'est celui qui va les inspirer, qui va les élever, et comment ? En incarnant les vertus. Alors je vais évoquer ces vertus, hein, mais c'est déjà de se dire en gros qu'on a tous une vocation à être chef. On a tous une vocation en fait à exercer des responsabilités pour apporter à notre société, pour apporter au bien commun. Donc chacun a reçu des talents, et donc chacun est appelé à exercer ses talents pour le bien commun. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut développer son caractère. Donc là, je vous renvoie sur les différents caractères, hein, sanguin, bilieux, mélancolique, etc. Donc, se connaître soi-même. Et ensuite, chercher quelles sont les forces et les faiblesses de notre caractère en vue d'améliorer notre caractère, de nous forger justement un tempérament d'exception, pas pour nous-mêmes, pas pour notre petite gloriole, mais pour le bien commun. Donc, ce leadership, alors il a une vision très influencée, très chrétienne. Hein. Il considère justement voilà, que l'exemple à suivre, c'est celui du Christ, évidemment. Hein. On n'exerce pas son pouvoir pour autrui, mais comme un service. Hein. Je ne suis pas venu pour me servir, je suis venu pour servir. Hein. Et ça, c'est vraiment cette notion fondamentale, hein, du Christ qui se fait serviteur des autres. Hein. C'est le plus grand, c'est Dieu lui-même, hein, mais qui justement se met à laver les pieds de ses disciples. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chef ? C'est quelqu'un qui fait grandir. Hein. On disait déjà ça dans l'épisode de la semaine dernière, mais je le répète parce que c'est vraiment important. Alexandre Diani-Navarre donc, s'appuie sur la psychologie d'Aristote, reprise par saint Thomas d'Aquin, qui développe le thème des vertus cardinales. Hein. Et donc ça, un bon chef, c'est celui qui va être capable, d'une part, de développer la prudence. Hein. Donc la vertu de prudence, c'est discerner le bien concret à accomplir dans telle et telle situation. Il ne faut pas toujours agir de manière binaire en faisant toujours, c'est pas toujours la même réponse au même type de problème. Il faut parfois être capable d'analyser dans chaque situation, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule, est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite. La justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est donc d'agir avec équité, c'est pas de faire que de traiter tout le monde en égal, hein, mais c'est de donner à chacun ce qu'il mérite, ce qu'il doit avoir pour avancer. La force, c'est persévérer dans le bien malgré tous les obstacles, malgré la peur, hein, c'est parfois faire preuve d'audace, de courage. Et puis la tempérance, c'est d'arriver à maîtriser ses passions, hein, à vivre dans une certaine forme d'équilibre, à ne pas justement voilà, se vautrer dans les bas instincts, hein, à être capable justement de pas voilà, poursuivre de manière aveugle les richesses, etc. Et à ces vertus s'ajoute la magnanimité, donc c'est le désir des grandes choses, hein, c'est de viser la grandeur, c'est d'aimer la beauté, voilà. Et l'humilité,
hein, c'est de se reconnaître dépendant des autres, dépendant de Dieu. Et ça, c'est vraiment 2 vertus centrales dans la vision d'Alexandre Daninova. Donc, le leader vertueux, le chef vertueux, hein, c'est celui qui est magnanime, donc qui voit grand, qui pousse les autres à se dépasser. Celui qui est humble, qui sait qu'il est, voilà, il est pas au centre, il essaie pas de se valoriser, il essaie de valoriser aussi les autres. Il est courageux, il va parfois prendre des décisions difficiles sans céder à la peur. Il est serviteur, il se met au service du bien commun. Et il est éducateur, il aide les autres à grandir, à devenir meilleurs. Donc, voilà, pour ça, je vous invite donc à lire cet ouvrage, à travailler justement sur votre caractère, hein, à essayer d'identifier votre caractère, à vous connaître vous-même, à comprendre en gros que vous serez un bon chef, pas simplement parce que vous avez des compétences techniques. On l'a dit, c'était dans les premiers épisodes de l'école des chefs, les compétences, c'est fondamental, mais ça ne se limite pas à ça. Le chef, c'est une mission qu'on retrouve partout, à la fois dans l'entreprise, dans la famille, dans l'éducation, dans la politique, dans la vie associative. Et le chef, hein, c'est celui qui justement est appelé à la grandeur, à apprendre à se maîtriser lui-même pour orienter son énergie vers le bien. C'est pas gaspiller finalement son énergie pour se faire plaisir, mais pour le bien, et c'est comme ça qu'on est beaucoup plus heureux. Alors, dernière petite pensée à méditer cette semaine, hein, la valeur d'un groupe dépend évidemment de la valeur individuelle des êtres qui le composent, mais plus encore de cet impondérable qu'on appelle la force de cohésion. Voilà, chers amis, c'était un épisode donc un peu plus court que les autres, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc je vous invite encore une fois à partager cet épisode, à en parler autour de vous, à faire connaître le podcast pour le faire découvrir à de plus en plus de personnes. N'oubliez pas, en fait, encore une fois, que cette question des chefs est une question essentielle pour notre pays. Hein, nous manquons de bons chefs, nous manquons de personnes qui savent tenir leurs responsabilités, et vous êtes tous appelés, hommes, femmes, quel que soit votre âge, à exercer des responsabilités, chacun selon ses talents, à sa mesure. Et tout ça, encore une fois, je vous rappelle, comme une pyramide. Hein. On a tous des chefs au-dessus de nous, des chefs en dessous de nous. Et donc, il faut être capable, chacun, de se tenir à la bonne place en ayant cette vision, cette hauteur de vue du bien commun. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine dans le Retour au Réel.